On va passer directement donc aux propos conclusifs et on va céder également le podium pour nos chers étudiants et étudiantes pour qu'ils nous présentent donc les propos conclusifs. Merci beaucoup, cher président. Chers enseignants, spécialement Madame Afef Hamem Marakchi, chers invités, chères associations et chers collègues. Je demande la faveur si nous dépassons les 10 minutes, car on veut vraiment mettre en valeur les interventions assez intéressantes qui ont été discutées au sein de ce colloque. Au nom de mes collègues dans le comité de rédaction des rapports, membres de l'association Afriqiya et chercheurs au sein de la faculté de droit de Sfax, Hatma Abdellaoui, Asma Dabbesh, Mariam Al-Qoutarsi et Mona Loumi, nous tenons à exprimer notre profonde gratitude pour cette opportunité de participer à ce colloque entre les murs de notre première école, où nous avons amorcé notre engagement pour les droits humains. C'est grâce à vous, nos enseignants dévoués, que nous avons acquis les connaissances et la passion nécessaires afin de poursuivre cette lutte. Et à notre association Afriqiya bien-aimée, je vous suis infiniment reconnaissant pour toutes les opportunités que vous nous avez offertes. Ensemble, nous continuons à œuvrer pour un monde plus juste et plus équitable. Merci au fond du cœur. Nous avons décidé de débuter notre intervention, les membres d'association Afriqiya, en citant Victor Hugo, qui citation, « C'est une triste chose de songer que la nature parle et que le genre humain n'écoute pas. » Mention rappelée par Madame Sana Ben Namen hier. Cependant, nous souhaitons la nuancer en soulignant que des penseurs et des juristes manifestent une attention particulière à la nature, s'engageant sérieusement dans la recherche des solutions à la crise climatique. Le thème du colloque, axé sur l'adaptation du droit à cette crise, représente une réponse concrète à l'appel de la nature, illustrant l'écoute attentive de la communauté juridique et intellectuelle face à ce défi climatique mondial. Le changement climatique pose une problématique transversale touchant tous les domaines et secteurs de manière significative. Les conséquences telles que la sécheresse, l'élévation du niveau de la mer et l'augmentation des températures menacent directement des secteurs vitaux tels que l'agriculture, l'eau, la sécurité alimentaire ainsi que la santé publique. Cette situation crée une relation conflictuelle avec les droits humains, comme l'a indiqué M. Michel Prieur, mettant en péril des aspects fondamentaux de la vie quotidienne. Les sources et les acteurs du droit émergent comme les leviers essentiels face à cette crise. Les sources juridiques, inévitablement incarnées dans les textes, et les acteurs, parmi lesquels figurent les États, les entreprises privées et les ONG, jouent un rôle crucial. C'est à travers cette synergie entre sources et acteurs que le droit s'érige en un outil dynamique dans la gestion de cette crise majeure. Le droit international évolue en réponse aux exigences climatiques, comme le souligne Mme Souhir Ben Ramdan, à travers les plans formels et matériels du droit international, englobant les conventions cadres et les accords liés à l'environnement, ainsi que les mécanismes associés. Bien que le niveau international soit renforcé, sa fragilité persiste en raison de la souplesse des règles du droit international, qui manque parfois de caractère contraignant. Au niveau national, une certaine timidité se manifeste dans les textes, comme l'a mentionné Mme Sana Ben Namen, avec un statut actuel fragmenté. Cependant, l'espoir subsiste quant à une consolidation vers un statut national plus cohérent. Ce qui motive notre intervention axée sur la diversité des enjeux actuels d'une part et la convergence des acteurs dans cette dynamique d'autre part. Diversité des contraintes et des défis. L'adaptation du droit à la crise climatique est actuellement confrontée à de nombreux défis et contraintes complexes et interconnectés, que ce soit au niveau sectoriel, transversal ou territorial. En fait, les vagues de chaleur plus intenses et plus fréquentes, le stress hydrique, la sécheresse et l'augmentation massive
et sans précédent de la consommation d'énergie et la crise des déchets ont constitué une contrainte majeure pour la Tunisie. D'ailleurs, la Tunisie a pris conscience des défis énergétiques et a adopté une politique proactive en matière de maîtrise de l'énergie ainsi que de promotion des énergies renouvelables par la création de l'Agence nationale pour la maîtrise de l'énergie. Cependant, suite à un déficit énergétique passé de 703,8 millions de dinars en 2016 à 4032,9 millions de dinars en 2017, la Tunisie a adopté une stratégie de transition énergétique basée sur deux principaux axes. Premièrement, promouvoir une utilisation plus efficace de l'énergie et de réduire 30% de sa consommation d'énergie primaire d'ici 2030. Et deuxièmement, diversifier son mix énergétique en mettant principalement l'accent sur le développement des énergies renouvelables. Je cède la parole à mon ami. Merci Hatem, merci cher professeur, chers collègues. D'ailleurs, je m'excuse. De plus, la surexploitation des ressources hydrauliques, la dégradation de la qualité, un cadre de gouvernance non adapté, les impacts des changements climatiques à l'urbanisation, combinés aux contraintes liées au climat, présentent un enjeu non négligeable pour la Tunisie, qui menace particulièrement un secteur vital qui est l'agriculture, tel que mentionné par Mme Atiyat Makhlouf. Dans un rapport de l'Institut des ressources mondiales publié en septembre 2020, la Tunisie est classée parmi les pays exposés à un stress hydrique élevé et pour cause non seulement les impacts des changements climatiques, mais aussi la politique hydraulique tunisienne d'une manière générale, qui continue à encourager les investissements dans tous les secteurs avec très peu de vigilance concernant leurs impacts environnementaux et leurs besoins en eau. L'optimisation de l'allocation des ressources en eau entre les besoins des ménages et les différents secteurs productifs étant toujours une problématique d'actualité et un défi à relever pour concilier développement économique et impératifs climatiques. C'est dans ce cadre que le rôle transversal des politiques publiques devient indispensable pour une stratégie globale et efficace. D'ailleurs, Mme Amel Jrad souligne que les réglementations, les actions collectives peuvent être une véritable arme juridique. De plus, Mme Leila Cheikhaoui, de sa part, a souligné que les juristes doivent jouer un rôle crucial dans la lutte contre la crise climatique en contribuant à l'élaboration de politiques et de réglementations adaptées à cette situation. D'ailleurs, le projet du Code de l'environnement prévoit dans son article 153 que l'État met en place un dispositif institutionnel de gouvernance climatique permettant une réponse efficace aux défis croissants que représentent les effets du changement climatique par rapport à la raréfaction des ressources naturelles, au développement socio-économique et à la sécurité, ainsi qu'à la préservation du droit à un environnement durable, juste et inclusif. De même, Mme Jien Ghesmi a développé que la Tunisie s'engage en ratifiant la Convention cadre des Nations Unies et l'accord de Paris de mettre des stratégies écologiques afin d'assurer un monde durable et résilient. De ce fait, une nouvelle politique constituant ainsi un changement de paradigme pour lutter contre la crise climatique, avec une orientation vers une économie circulaire. Il en ressort comme orientation principale la valorisation matière ou énergétique. En réalité, selon le bilan national des émissions de gaz à effet de serre, les déchets ne sont pas considérés comme un secteur très émetteur. Ils représentent 5% des émissions nationales brutes. Toutefois, avec une croissance annuelle moyenne estimée à 5,3%, ces émissions risquent de devenir importantes à l'avenir. Dans ce cadre, M. Wassim Chaaben insiste sur la responsabilisation de tous les acteurs dans tous les secteurs prioritaires pour réduire les effets du changement climatique.
En ce qui concerne l'approche territoriale, les initiatives locales apparaissent aujourd'hui incontournables pour traduire localement les enjeux du changement climatique et mener des politiques appropriées. Madame Monara Yeza met sous lumière que les initiatives locales constituent un domaine d'intervention particulièrement important. M. Fathi Hsine, de sa part, indique que les outils d'organisation de l'occupation des territoires peuvent être des outils d'adaptation des territoires tels que prévus par le CATU. De plus, Mme Afif Marakchi souligne que le rôle important des plans d'aménagement urbain pour assurer une vie durable et résiliente. De même, comme il a été développé par M. Yassine Baklouti, que les collectivités locales ont réussi à faire entendre leur voix dans les grandes conférences internationales sur le climat et l'environnement et à influencer les décisions prises au niveau national et international. En effet, c'est vrai que le Code de collectivité locale ne fait pas explicitement référence à la notion du changement climatique, il place l'action municipale sur le volet du développement durable. Par ailleurs, selon l'article 75 du Code de collectivité locale, le fonctionnement de tous les services publics locaux obéit au principe de développement durable. En raison de la complexité des questions environnementales et des entraves politiques et économiques, l'adaptation du droit à la crise climatique pose des défis significatifs. Cette situation met en évidence la nécessité d'une implication collective de divers acteurs pour répondre à ce problème de manière efficace. Chers professeurs, chers collègues, je vais parler à propos de la convergence des acteurs. En effet, l'urgence de l'adaptation de droit à la crise climatique nécessite une convergence sans précédent entre les différents acteurs dans la lutte contre ces défis planétaires. Dans cette étude, nous explorons cette convergence en deux volets distincts. Dans un premier temps, nous exprimerons le rôle crucial des acteurs publics dans l'élaboration et la mise en œuvre de politiques environnementales visant à atténuer les effets du changement climatique. Et dans un deuxième temps, nous nous connecterons sur les acteurs privés et leur contribution à travers des initiatives innovantes, des investissements durables et de partenariats avec le secteur public pour accélérer la transition vers une économie plus verte et résiliente. Alors, je vais commencer avec les acteurs publics. La variabilité et le changement climatique modifient radicalement les conditions de survie des êtres humains et les écosystèmes, une tendance qui est appelée à s'accentuer à l'avenir. Ces bouleversements s'ajoutent aux changements qui ont lieu sur le plan démographique, économique, technologique, politique et social. À quelque niveau que ce soit, les décideurs publics doivent déterminer quels risques ils doivent gérer, de quelle manière, dans quelle mesure et à quel moment. Madame Souhaila Benoyomdan a souligné l'importance du droit international qui se compose d'un ensemble de règles juridiques adaptées pour relever des défis mondiaux tels que la crise climatique. Les États sont confrontés à ce phénomène et doivent agir en conséquence. Cela implique la mise en place des traités, d'accords et de coutumes visant à régler et à atténuer les effets du changement climatique. Toutefois, il est crucial de mettre à jour ce droit pour qu'il puisse efficacement faire face aux défis actuels. Bien que de nombreux États se sont engagés et aient ratifié ces accords pour exprimer leur volonté et lutter contre la crise climatique, leur impact réel reste limité. Cela s'explique par plusieurs raisons, notamment le caractère statique du traité, qui ne correspond pas aux évolutions continues du changement climatique. De plus, l'absence de contrôle international affaiblit ces mesures, tout comme l'absence de sanctions pour les États dépasse les règles établies. Cependant, comme a signé Madame Maria Gaiatia,
qu'aujourd'hui, on doit parler à propos de la nécessité de considérer l'instauration de sanctions pénales en plus de sanctions administratives afin de renforcer l'efficacité et la correction des régulations internationales sur le changement climatique. Et comme tout à l'heure, Mme Imen Mzouri a affirmé, c'est vrai que la justice climatique, c'est un nouveau terrain plus vert pour le juge administratif, mais en même temps, un environnement peu propice pour que le juge administratif peut faire face aux défis climatiques. De plus, et dans le même contexte international, le Cour de justice de l'Union européenne joue un rôle crucial dans l'interprétation et l'application des droits européens de l'environnement. Ces décisions peuvent avoir des implications importantes pour la politique climatique de l'Union européenne et de ses États membres, comme l'a cité notre chère Natalia. En effet, Mme Mouna Rayaza a souligné l'importance du contexte tunisien de s'intéresser au changement climatique, notant que la Constitution de 1959 n'a pas directement ou indirectement établi des règles concernant le changement climatique, tout comme la Constitution de 2014 n'a pas abordé, je m'excuse, je vais prendre 2 minutes de plus, n'a pas abordé clairement la crise climatique. Alors, voilà. Cependant, des signes positifs émergent notamment à travers l'apparition de lois mettant en lumière cette problématique. La mise en place de la décentralisation et des collectivités locales a constitué une dynamique prometteuse. C'est pourquoi il y a de l'espoir que cette dynamique puisse conduire vers des solutions efficaces pour relever les défis de changement climatique. Surtout, comme Mme Afef Mayakchi a dit, chaque territoire, chaque région, même dans un même pays, a ses propres caractéristiques et donc son propre impact et relation avec le climat. Maintenant, je vais passer brièvement pour parler à propos des acteurs privés. Depuis le sommet de la Terre de Rio de Janeiro, 1992, les organisations non gouvernementales sont devenues des acteurs politiques essentiels dans la lutte contre les changements climatiques. En effet, les ONG jouent un rôle crucial dans la gestion des crises climatiques à plusieurs niveaux, comme l'a cité notre cher M. Hussam Hamdi, soit par la sensibilisation du public aux enjeux environnementaux et climatiques, soit par la pression politique qu'elle fait sur les organisations, les institutions internationales pour qu'ils prennent des mesures plus ambitieuses en matière de lutte contre le changement climatique, par sa participation aux négociations internationales sur le climat. Par ailleurs, les ONG fournissent une assistance aux communautés affectées par les catastrophes climatiques en leur apportant un soutien d'urgence, ainsi qu'ils jouent un rôle également dans le contrôle du respect des règles internationales par les États. On ne peut pas passer sans silence et sans citer le rôle crucial que les sociétés privées et les entreprises privées jouent dans cette crise climatique. C'est un rôle complexe et significatif. D'une part, ces entreprises peuvent exercer une influence néfaste sur le climat à travers leurs pratiques de production, de consommation et de gestion des déchets. D'autre part, ces entreprises privées peuvent également jouer un rôle crucial dans la lutte contre le changement climatique. Certains adoptent des pratiques plus durables, investissement dans des technologies propres et réduisent leur empreinte carbone. De plus, les entreprises privées peuvent être des partenariats clés dans la promotion des politiques environnementales et climatiques favorables. Leur engagement en faveur de l'action climatique peut stimuler la demande de réglementations plus strictes de la part du gouvernement et encourage d'autres acteurs à adopter des pratiques durables. Pour conclure et finir, il est essentiel de reconnaître que les lois seules ne seront pas suffisantes pour lutter efficacement contre la crise climatique. Pour véritablement faire progresser la cause, nous devons manifester, agir et nous battre sur tous les fronts. Cela implique la mobilisation des droits internationaux, des États, des lois, des ONG, des entreprises et surtout, cela commence par nous, les citoyens, en tant que noyaux de toutes les sociétés.
Nous avons le pouvoir et la responsabilité de fonctionner un avenir juste, vert et sain pour les générations à venir, en unissant nos efforts et en agissant de manière correcte. Ceci était le propos conclusif réalisé par la comité de reporting pendant le colloque 8-9 mars 2023 à la faculté de droit de Sfax, partenariat avec l'association Afriqiya. Merci à toutes et à tous. Voilà.